Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire sur les achats responsables. Nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous sur un sujet aussi passionnant. La thématique du jour va être les achats responsables, de l'ambition stratégique à la réalité opérationnelle. Alors, les temps forts de ce webinaire, donc on va partager une heure ensemble sur trois thématiques. La première, nous allons partager avec vous les grandes lignes du livret achat responsable que M&M a réalisé en début d'année 2020. Ensuite, nous aurons la chance d'avoir les retours d'expérience de nos témoins. Et enfin, on vous présentera une feuille de route digitalisée pour piloter une démarche d'achat responsable, et vous aurez une démo à la fin de ce webinaire avec également un accès pour vous permettre de piloter votre démarche via cette feuille de route. Et bien sûr, nous répondrons à vos questions. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de faire intervenir et de recueillir le témoignage d'Alice Pied-Noir et de Françoise Audolan, que je vais laisser se présenter dans un instant. Côté M&M, nous sommes en compagnie de Nicolas Monomakov, qui est le fondateur du cabinet, qui vous présentera très brièvement M&M dans un instant. Moi-même, qui suis directrice du pôle performance des achats chez M&M. Et Emmanuel Beaumont, qui est consultant manager et qui partagera son expérience sur les clients qu'il a accompagnés dans le cadre de ce webinaire. Alice, je vous laisse la main. Il faut que vous mettiez on. Voilà, très bien. Je vous laisse la main. À vous, Alice. Bonjour à tous. Merci à M&M Consulting de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. Alors moi, je suis Alice Pied-Noir, je suis en charge des achats responsables à l'UGAP. Donc brièvement, puisque l'UGAP, c'est une centrale d'achat public généraliste qui achète selon les contraintes du Code des marchés publics pour revendre ensuite à tout type de structures publiques comme les collectivités territoriales, le secteur hospitalier et l'État et ses opérateurs. Voilà, moi, je suis en charge au sein de l'UGAP d'accompagner les acheteurs sur les aspects environnementaux et sociaux, voilà, de traiter tout type de problématiques. Et en plus, je pilote la démarche de la labellisation relations fournisseurs et achats responsables, dont je vous parlerai juste après. Maintenant à Françoise Audolan pour qu'elle nous explique son parcours et le rôle de la médiation des entreprises. Françoise, je vous laisse la main. Merci, bonjour. Donc moi, je suis depuis 10 ans dans l'équipe du médiateur des entreprises. Je suis responsable du pôle acheteur charte et label. Et auparavant, j'avais été directrice d'achat dans plusieurs groupes pendant une quinzaine d'années. Alors, est-ce qu'on peut faire avancer les slides? Parce que je voulais un petit peu parler de la médiation des entreprises. Est-ce que c'est vous qui le faites avancer? Voilà. Alors, donc le médiateur des entreprises, c'est une institution qui a été créée depuis 10 ans, puisque c'était en avril 2010, placée auprès du ministre de l'économie. Donc, c'est un dispositif public ouvert à toute entreprise avec 4 objectifs principaux. Restaurer la confiance entre les acteurs économiques et donc essentiellement entre les clients et les fournisseurs, réhumaniser les relations, ça veut dire s'accorder du temps, s'écouter, s'expliquer, se comprendre, inciter les entreprises à assurer leur indépendance stratégique et renforcer la responsabilité des leaders de filière. On a 2 types d'actions. Une mission de réparation proprement dit, bon, donc là c'est notre stricte fonction de médiation, hein, donc visible derrière le nom qui nous a été donné, afin d'aider les entreprises concernées par un différend à trouver ensemble une solution adaptée, et un rôle d'animation qui est plutôt la partie dans laquelle moi j'interviens pour améliorer dans la durée les relations clients-fournisseurs. Et donc, eh bien, nous nous sommes dit que c'était une transformation des pratiques et un changement culturel. Alors, un petit mot, un petit focus sur la médiation. On a en fait 3 manières de nous saisir.
toujours par la même voie d'entrée pour déposer un dossier, www.mediateurdesentreprises.fr. Il y a des médiations individuelles, donc quand il y a, je dirais, un litige entre une entreprise et un client ou entre un fournisseur, hein, ça peut très bien être le fournisseur ou le service public qui pose problème. Les médiations collectives, donc on peut intervenir à la demande d'un syndicat ou d'une fédération professionnelle ou de plusieurs entreprises qui rencontrent les mêmes difficultés. Et puis, bon, plus rarement, mais dans ces cas-là, évidemment, avec beaucoup d'impact et des choses assez complexes à gérer, des médiations de branches ou filières. On en avait eu une entre la chimie et la plasturgie à une époque. Voilà. Donc, il faut nous saisir pour qu'on puisse agir à vos côtés. Très bien. Merci beaucoup, Françoise, pour cette présentation de la médiation des entreprises. Et on vous laisse la main tout à l'heure pour que vous nous présentiez le label. Merci. Nicolas, je te laisse prendre la main pour nous expliquer brièvement ce qu'est M&M Consulting. Merci Julie, bienvenue à tous. M&M Consulting, c'est un cabinet que j'ai créé il y a 18 ans pour accompagner les transformations et renforcer les capacités de management de nos clients. On a une activité de recherche et développement et de production de connaissances. C'est un peu dans cet esprit qu'on a publié le livret sur les achats responsables à partir de notre retour d'expérience pour aider l'ensemble des entreprises à mener des démarches. Évidemment, à l'occasion de la crise, on a tout de suite vu que ça pouvait être intéressant de lancer un webinar et une session d'échange sur ce thème qui est venu sur le devant de la scène. Et en tant qu'entreprise nous-mêmes, on a été confrontés à des comportements plus ou moins positifs. Certains de nos donneurs d'ordre ont annulé les commandes qu'ils nous avaient passées dès le 16 ou le 17 mars. Mais à l'inverse, d'autres se sont montrés extrêmement compréhensifs et aidants. Je citerai par exemple Cofim, qui est un promoteur immobilier, qui nous a réglé très très rapidement les factures qu'on avait en cours avec lui pour nous aider à faire face à cette période difficile. Donc, il y a des acheteurs qui se comportent bien. Et Françoise, peut-être que vous pouvez nous donner un éclairage plus large à partir de cet exemple personnel. Et une fois encore, on est ravis de vous avoir autour de nous. Merci Nicolas. Oui, alors au niveau de la médiation, on a tout à fait été témoin de ce que vous dites, mais je dirais en vision macro. Donc clairement, on a vu exploser le nombre de saisines vis-à-vis de nous, puisque pendant le confinement, le nombre de saisines a été multiplié par 10 par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Bien sûr, le premier sujet, enfin votre témoignage, voilà, est tout à fait représentatif sur le délai de paiement. En fait, une crise, finalement, ça permet de révéler les réflexes des acteurs. Et donc, je sais qu'il y a des acteurs engagés dans les achats responsables et dans des relations fournisseurs de qualité et qui ont donc eu le réflexe de se préoccuper de comment ça se passait chez leurs fournisseurs, de régler le plus vite possible, etc., les factures. Et puis, bah, vous avez le pendant, hein, l'autre comportement, ceux qui croient toujours au sauve qui peut et moi d'abord, voilà, et donc qui ont fermé les robinets. Bon, depuis le déconfinement, on a quand même encore un taux d'activité multiplié par 4. Donc, voilà, les choses se sont mises en place au fur et à mesure, mais multiplié par 4, donc délai de paiement des factures, rupture des commandes, et puis un nouveau sujet sur lequel on a mis en place une nouvelle médiation sur tous les problèmes de baux pour tous les paiements des loyers, des relations entre les locataires et leurs bailleurs. Certainement la crise, par exemple, on a mis en place un comité de crise des délais de paiement. En fait, des choses vont se pérenniser. Hein, donc, on aura aussi appris avec la crise à renforcer nos dispositifs. Alors, moi, j'ai eu plein de collègues qui ont été mis sur
le pool de médiation, puisqu'on avait cette explosion de demandes. On a aussi nos 30 médiateurs régionaux qui n'ont pas cessé de s'activer. Bon, on a renforcé nos moyens pour répondre et certainement des choses vont perdurer parce que la rentrée et la reprise économique ne vont pas forcément être faciles. Alors, on a fait une étude, parce que moi, je reste quand même axée sur les bonnes pratiques, hein, donc je garde ce bâton de pèlerin et j'avoue que j'ai été très touchée par le nombre de contacts que j'ai pu avoir avec des grosses organisations qui, pendant cette période, se sont préparées à candidater au label, par exemple. Hein, donc, voilà, je trouve ça remarquable. Hein. Et donc, on a fait une étude avec l'ADRA et un cabinet conseil Buy Your Way assez spécialisé dans les achats responsables également. Donc, où on a eu une soixantaine de directeurs achats qui ont répondu. Bien, par exemple, 64% des répondants ont affirmé que cette crise avait permis une collaboration renforcée de la direction des achats avec d'autres fonctions stratégiques en interne et que certainement cette crise aura un effet de repositionnement stratégique de la direction achat au sein de leur entreprise en vue de lui donner plus de poids. Et concernant les relations avec les fournisseurs, ceux qui ont pu dire nous avions déjà une culture de dialogue avec les fournisseurs, eh bien, ça nous a aidés et on s'en est mieux sorti pendant la crise parce qu'on a eu plus d'informations, plus de visibilité, plus, par exemple, de connaissances sur les états de stock, sur leur capacité à produire, etc. Donc, on s'en sort mieux avec le dialogue et en même temps, un certain nombre ont avoué qu'ils ne connaissaient pas suffisamment leur chaîne d'approvisionnement et donc ils se rendent compte qu'il faudra encore renforcer la connaissance de la chaîne d'approvisionnement. Merci beaucoup, Madame Honoland. On espère vraiment, en effet, puisse donner de l'essor aux achats responsables. En tout cas, c'est ce que montre par certains côtés l'étude que vous avez réalisée, que vous venez de mentionner. Merci pour votre témoignage. Je vous propose de vous exposer les grandes lignes du livret achat responsable que M&M a rédigé suite à l'accompagnement d'un certain nombre d'entreprises dans la structuration de démarches achats responsables. Alors, c'est un livret qu'on a conçu avant la crise, donc nous n'avons pas les nuances dues à la crise. On vous partage sur l'écran notre livret pour ceux qui ne l'ont pas, qui vous permettra d'avoir une vision de cet état des lieux. Alors, tout d'abord, quand on parle d'achat responsable, de quoi parle-t-on ? On est sur une thématique qui regroupe les piliers de la RSE, les 3 piliers de la RSE, environnemental, social et économique, mais dans une logique d'équilibre. Donc, nous nous adossons sur la définition que propose l'OBSAR, qui est l'Observatoire des achats responsables, que nous trouvons extrêmement complète et que nous vous proposons aujourd'hui. La notion d'équilibre dans les achats responsables, elle est primordiale entre, bien sûr, le client et son fournisseur, mais pour nous, elle est aussi importante par rapport à toutes les parties prenantes de l'organisation qui doivent promouvoir les achats responsables, c'est-à-dire, bien sûr, la direction des achats, mais aussi la direction des métiers, la direction générale et la direction financière, avec qui, parfois, quand on parle des achats responsables, et notamment des délais de paiement fournisseurs, le sujet peut être un petit peu compliqué à aborder. Ensuite, dans notre livret, nous avons repris les 10 axes proposés à l'époque par la charte relations fournisseurs, les 10 axes des achats responsables que vous voyez apparaître à l'écran. Donc, tout est détaillé dans le livret. Je ne vais pas le détailler aujourd'hui, mais les achats responsables, ce n'est pas que payer ses fournisseurs à 30 jours, même si c'est évidemment un axe qui est primordial, notamment pour les PME et les entreprises de plus petite taille. On a aussi, dans tout ce qui est achat responsable, des notions d'engagement des grands donneurs d'ordre dans leur filière et de responsabilité par rapport à leur écosystème de partenaires, de fournisseurs, de prestataires, etc. Dans le livret achat responsable, on a essayé de mettre en nuance ces 10 axes en prenant la vision opportunité à faire, donc quelle est l'opportunité à mettre en place cet axe pour mon organisation et menace à ne pas faire.
pour essayer de donner une dimension d'urgence de la situation et pour justement favoriser la mobilisation. Je vais juste vous prendre un exemple sur une thématique des achats responsables qui me tient à cœur, qui est le coût total, le fameux TCO, qui est le principe de prendre en compte dans l'évaluation des produits ou des services de mon fournisseur la totalité du coût du cycle de vie de mon produit, de la conception de ce produit jusqu'à sa fin de vie, en passant par ses coûts de fonctionnement, ses coûts de mise en condition opérationnelle. Ça, c'est le coût total. Quelle est l'opportunité de travailler en coût total via notamment une démarche achat responsable? L'opportunité pour mon organisation, c'est tout simplement de sélectionner des fournisseurs sur un même référentiel de coût et de choisir le fournisseur qui sera le plus avantageux sur toute la durée de la vie de l'utilisation de mon produit. Et la menace à ne pas travailler dans ce sens-là, c'est de sélectionner en appel d'offres un fournisseur qui a un produit facialement avec un coût le plus intéressant, mais qui, au fur et à mesure de la vie de ce produit-là, va générer beaucoup de coûts indirects pour mon organisation. Voilà, donc je sais que le TCO est une des parties les plus compliquées à mettre en œuvre opérationnellement dans les achats, mais ça reste quelque chose de très important pour les achats responsables. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui de la démarche achat responsable? Encore une fois, nous sommes pré-crise sanitaire, mais on a déjà des tendances qui vont s'accentuer avec la crise. Donc, on a pris quelques indicateurs du baromètre achat responsable 2019, qui est une étude qui fait foi annuellement sur les achats responsables. Donc, ce qu'on remarque, et via cette étude, mais aussi ce qu'on a nous identifié dans les entreprises que nous accompagnons, c'est qu'on a 90% aujourd'hui des organisations qui ont une politique achat responsable. C'était clairement pas le cas il y a 5 ans, donc on est c'est une conclusion très positive qui va dans le bon sens. On remarque aussi que les achats responsables sont aujourd'hui une priorité pour 50% des répondants à ce panel. Donc, on sent que la notion d'achat responsable devient un enjeu des directions achats et on espère des directions générales. En revanche, ce qu'on remarque dans nos interventions, c'est que c'est une démarche qui a du mal à prendre corps sur le terrain, notamment avec les acheteurs et les directions métiers. Vous avez quelques indicateurs dans le slide que je vous propose. On a toujours moins de 20% des organisations qui ont un délai de paiement inférieur à 30 jours. Et on a 50% des organisations qui n'ont pas connaissance de la performance RSE de leurs fournisseurs, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne savent pas concrètement si leurs fournisseurs sont responsables ou pas. Donc, on remarque qu'on a une démarche qui peine, entre guillemets, à s'ancrer dans le terrain, dans l'opérationnel. Donc, nous, avec Emmanuel, on a identifié un certain nombre de clés de lecture quand on a mené nos accompagnements. Je vous les propose en vrac aujourd'hui. La première, c'est qu'on a parfois, ce n'est pas du tout une généralité, mais on a parfois des personnes qui sont identifiées pour prendre cette casquette de responsable des achats responsables, qui n'ont pas les outils et qui n'ont pas été formés pour prendre une mission à aussi fort enjeu et qui du coup n'ont pas les outils pour déployer en transverse ce type de démarche. Une deuxième clé de lecture que nous avons identifiée, c'est qu'on a assez peu d'indicateurs de gains, qu'ils soient qualitatifs ou quantitatifs, mais on a assez peu d'indicateurs qui nous permettent de valoriser cette démarche en interne, notamment vis-à-vis du comité de direction. Et du coup, c'est quelque chose qui manque pour promouvoir la démarche et l'aider à s'ancrer dans toutes les directions et au niveau de la gouvernance de l'entreprise. Et enfin, le dernier point qui est pour moi vraiment le plus frappant, c'est qu'on a en général ce type de démarche qui est porté par une personne au sein de l'organisation, qui est soit rattachée à la direction des achats, soit rattachée à la direction de la communication ou de la RSE, et qui essaye avec toute la bonne volonté de faire infuser les bonnes pratiques achats responsables auprès des acheteurs, et des acheteurs qui sont plutôt en attente et qui n'incarnent pas vraiment cette démarche achat responsable.
Et pour nous, ça reste aujourd'hui aux acheteurs de prendre en compte cette démarche achat responsable et in fine, bien sûr, au métier, puisqu'on est dans 95% des cas, c'est quand même le métier qui va décider de son budget et de la façon dont il l'alloue. Et aujourd'hui, les métiers sont extrêmement peu sensibilisés aux achats responsables. Ils restent décideurs avant tout, donc il faut, pourquoi pas, les sensibiliser, les objectiver, vraiment que l'entreprise entière prenne la mesure de cette démarche. Voilà ce que nous voulions vous dire sur le sujet par rapport à notre retour d'expérience. Alors maintenant, je vais laisser la main à nos intervenants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part via l'onglet questions. Comme ça nous permettra de réfléchir aux réponses et de vous répondre ensuite. Donc, je vais laisser la main tout de suite à Alice Piednoir, donc qui va nous présenter pourquoi l'UGAP a choisi de se lancer dans une démarche de labellisation et de structuration de ses achats responsables. Quelles ont été les difficultés qu'a rencontrées l'organisation et également vous, Alice. Moi, j'aimerais bien avoir votre point de vue pour mener cette démarche. Et enfin, quelles sont les retombées positives et les bénéfices que l'UGAP peut ressentir aujourd'hui suite à sa labellisation. Je vous laisse la main, Alice. Bien, merci beaucoup. Donc, effectivement, nous sommes actuellement labellisés Relations fournisseurs et achats responsables, qui est une démarche dont parlera Françoise juste après, mais qui est vraiment très globale sur la thématique des achats responsables et qui englobe donc non pas que les piliers environnementaux et sociaux, mais aussi toutes les réflexions en matière d'innovation, de performance économique, de lutte contre la corruption, par exemple, gestion des risques, etc. C'est vraiment quelque chose qui a été pensé de très, très global. On parle aussi de coût total dont on vient de parler aussi précédemment. Donc, c'est quelque chose de très global et qui répondait à nos enjeux, aux enjeux de l'UGAP, puisque l'UGAP, depuis assez longtemps, si on revient aux origines de la démarche, on a signé la charte Relations fournisseurs responsables, qui était en fait la première initiative un peu dans le secteur qui a été lancée par la médiation pour favoriser les relations entre les entreprises, notamment les PME, mais pas uniquement, et les donneurs d'ordre de toute taille, pour améliorer un petit peu ces relations-là. Et donc, l'UGAP a signé la charte il y a plus de 10 ans maintenant, et ce qui est le cas on va dire, à peu près 2000, j'espère pas me tromper, Françoise, à peu près 2000 donneurs d'ordre publics et privés. Mais pour nous, c'était important d'aller quand même plus loin dans cette démarche avec une certification en fait qui est validée par un auditeur externe qui va venir 3 jours dans l'établissement, vraiment tout vérifier, échanger sur l'ensemble des points du label, l'ensemble des points du référentiel, et qui va vraiment nous faire un rapport d'audit. Il y a aussi dans la démarche du label une enquête téléphonique qui est réalisée auprès de quelques fournisseurs, d'un petit panel de fournisseurs, pour avoir aussi l'écho de ce qui est ressenti côté fournisseur. Ça, c'était du coup c'est vraiment une démarche qui n'est pas juste de l'autocertification où nous-mêmes on est content de notre propre travail. C'était important pour nous d'avoir un regard externe. Et donc ça, c'est pour l'établissement. Pour moi, c'est aussi important d'avoir quelqu'un de l'extérieur, qui va dire, voilà, les points sur lesquels on n'est pas forcément au rendez-vous, les points sur lesquels on est au rendez-vous, et du coup, le message passe quand même beaucoup mieux. Ça, c'est un des points forts du label, vraiment d'avoir une vision externe. C'est aussi, puisqu'on est une centrale d'achat pour revente, c'est aussi une garantie très très forte pour nos clients, enfin pour tous ceux qui font le choix de passer par l'UGAP, c'est aussi s'assurer de s'inscrire dans les achats responsables, puisque toute cette démarche, cette mesure, elle a été faite par l'UGAP, et donc eux n'ont pas forcément besoin de la mener en interne. Alors bien sûr, on invite tout le monde, toutes les donneurs d'ordre à se lancer dans cette démarche, mais
Voilà, au moins en externalisant par l'UGAP, il y a une garantie d'achat responsable qui est respectée. Je vais juste revenir sur comment ça se passe, par quoi ça se traduit, donc ce label. Il y a deux grands axes. Donc, il y a toute une série de questions qui fait partie du référentiel qui peut sembler assez impressionnante au début, puisqu'on est aux alentours de entre 180 questions, je crois, sur une quinzaine de thématiques vraiment qui balayent tout ce qu'il y a derrière la relation fournisseur responsable et l'achat responsable. Donc voilà, il faut avoir des éléments sur les sujets, ou au moins dire que c'est des pistes qui vont être creusées. Il y a quelques éléments quelques questions qui sont rédhibitoires, c'est-à-dire que on peut pas être une structure labellisée si on s'engage pas à minimum sur une dizaine de critères rédhibitoires. Voilà, ce qui est une garantie aussi de sérieux et de cohérence pour les entreprises labellisées. Et en parallèle de toutes ces questions de ce référentiel, il va y avoir à charge pour la structure de définir son propre plan d'action qui va durer 3 ans. Et donc, nous, on a mis en place notre plan d'action sur 3 ans qui était voilà, ça nous a permis de rassembler un petit peu toutes les initiatives qui s'inscrivaient dans les achats responsables et tous les projets, et surtout de les faire avancer, de se poser la question de qu'est-ce qu'il faut qu'on développe, quel axe nous manque, là où on voit bien que en répondant au référentiel, on n'est pas forcément au top du top. Du coup, il faut en parallèle mettre en place une action pour pouvoir compenser, pour pouvoir travailler pendant les 3 ans à venir sur cet axe-là. Donc, pour nous, c'était, pour revenir sur la première question sur la décision de se lancer, c'était vraiment important que ce soit une démarche donc extérieure et surtout, en fait, la démarche la plus exigeante qui soit en matière d'achat responsable, puisqu'on verra que ce label, il s'appuie sur les principes de la norme ISO 20400, qui est quand même ce qui se fait de mieux en matière d'achat responsable. Alors, sur les difficultés pour porter la démarche en interne, du coup, c'est quand même une démarche assez lourde. Voilà, il faut vraiment s'impliquer. Donc, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'il y ait une volonté de la direction. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et chez nous, ça a tout de suite été, enfin, notre direction, on a tout de suite été soutenu par la direction. Et voilà, c'est vraiment très, très, très important. Je regarde juste. Je répondrai aux questions juste après. Je reviendrai sur vos questions, mais je les ai bien en tête. Du coup, il a fallu, ça c'était notre cas, rédiger une stratégie achat responsable. Parce qu'en fait, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur les achats responsables, mais on n'avait pas vraiment d'écrit de retranscription de tout le travail qui a été mené. Donc ça a été une première phase, un gros travail vraiment de rédaction et d'engagement, puisque désormais, en fait, le label a un tout petit peu changé. Le référentiel est devenu beaucoup plus engageant à ce niveau-là, au niveau de la gouvernance et au niveau de l'alignement stratégique. Et du coup, c'était une petite nouveauté sur ce point-là. Par contre, quelque chose qui a été plutôt facile pour nous, mais je sais que c'est pas le cas de tous les donneurs d'ordre, c'est le point sur les délais de paiement. Je sais que ça pose pas mal de problèmes sur les donneurs d'ordre, quelle que soit la taille. Peut-être même les plus gros sont plus impactés. Voilà, pour nous, c'est un axe très fort qui est développé depuis plusieurs années. Donc, on est quand même au rendez-vous sur les délais de paiement. On a fait pas mal d'actions comme l'affacturage collaboratif. Voilà, on paye systématiquement les intérêts moratoires. C'est quelque chose qui est important dans le cadre de cette relation fournisseur et du coup sur lequel on n'est pas trop, on n'est pas gêné sur ce critère-là, mais c'est vrai que c'est un point important pour certaines entreprises. Surtout que c'est un point rédhibitoire. Du coup,
Une fois qu'on a eu cet engagement de la direction et un petit peu ce feu vert sur les différentes grandes vraiment actions à mener, type la stratégie, les délais de paiement, etc., on a mis en place un relais de correspondants dans l'établissement. Donc vraiment, ce sont des personnes qui sont identifiées, qui ont la casquette relations fournisseurs et achats responsables en plus de leur mission et qui vont se faire les relais au niveau de leur direction des informations qui concernent le label et aussi qui vont pouvoir m'informer, moi en tant que pilote, de ce qui se passe dans leur direction, comment sont mises en place les actions qui vont les concerner, etc. Et ça, on en a une quinzaine. Et c'est vraiment, pour moi, ça a été très, très important. Donc, il faut mettre en place de l'animation sur le sujet, des comités de pilotage réguliers, mais c'est vraiment eux qui ont toute la matière et qui vont nous permettre de consolider, faire avancer les choses et aussi c'est important d'avoir une vision un petit peu transverse aussi au moment des comités de pilotage où tout le monde est autour de la table et tout le monde sait un petit peu ce qui se passe et on s'enrichit mutuellement des différentes actions qui sont faites dans les autres directions. Donc ça c'est pour, mais du coup je reviens là-dessus, c'est un investissement, c'est du temps passé sur l'animation de ce groupe-là, et ça a impliqué plusieurs personnes en interne puisqu'il n'y a pas que moi qui porte la démarche, mais aussi l'ensemble, la quinzaine de correspondants. Sur la partie retombées et les bénéfices d'une telle démarche, alors c'est vraiment très très valorisant pour l'entreprise, pour l'ensemble des personnes qui sont impliquées. Donc les correspondants trouvent vraiment une valeur ajoutée, mais aussi les collaborateurs qui sont peut-être moins dans le cœur de l'action, mais c'est une reconnaissance donc extérieure de ce qui a mieux en matière d'achat responsable. Donc c'est vraiment très valorisant et il y a un sentiment très fort à l'UGAP de fierté sur ce sujet-là. C'est vraiment très important. Il y a aussi quelque chose qui est positif, ça a été de pouvoir échanger en fait lors des groupes de travail avec d'autres labellisés, sachant que ces labellisés sont aussi bien des entreprises privées que des entreprises publiques. Et ça, c'est important parce que ce sont des moments d'échange, en fait, où il n'y en a pas tant que ça. J'ai le sentiment que dans les achats, on a plutôt le côté public d'un côté, le côté privé de l'autre, alors que finalement, on s'aperçoit que les problématiques, les choses à résoudre sont quand même assez répandues et d'un côté et de l'autre, et du coup on trouve vraiment des intérêts communs. Donc c'est très intéressant de pouvoir échanger en groupe de travail sur des sujets pointus, parce qu'on est vraiment sur des thématiques qui vont être qui vont s'adresser à des acheteurs qui deviennent experts. Enfin, vraiment, on progresse sur la maturité achat. Alors, je pense notamment au dispositif de médiation donc que Françoise vous a présenté juste avant. Il y a tout ce qui est coût global aussi, tout ce qui est accès des PME, etc. On est vraiment dans un échange où on réfléchit sur ce qui pourrait se faire être le plus performant sur ces différents sujets qui sont des sujets qu'on aborde vraiment quand on est plus à l'aise sur les thématiques achats responsables. Mais je pense aussi que des structures qui sont peut-être moins matures sur les achats responsables trouvent quand même une réponse via cette labellisation, via ce label, puisque ça peut donner des pistes aussi pour démarrer, juste initier les questions, se poser les questions et initier les réflexions. Donc, je pense que chacun trouve vraiment son intérêt sur cette démarche qui est vraiment globale au niveau quel que soit son degré de maturité. Voilà, chacun peut trouver des réponses et au niveau des enjeux qu'il traverse. Merci beaucoup, Alice. Par rapport à la question qu'on nous a posée sur la différence entre les labels, est-ce que vous, à l'UGAP, vous vous êtes posé la question de quel label choisir ou ça a été une évidence ? Alors, sur la partie de labellisation d'entreprise, en fait,
Ça a quand même été une évidence, puisque c'était un cheminement après la charte relations fournisseurs responsables. Ça a été assez évident que ce label était fait pour nous. Je sais qu'il en existe d'autres qui sont peut-être plus à destination des PME, donc ce qui était pas notre cas. Voilà, et le fait que ce label évolue et prenne en compte la norme ISO 20400 sur les achats responsables nous a vraiment renforcé dans notre choix. Mais oui, effectivement, il existe d'autres initiatives qui nous correspondaient. Et par rapport à la question sur le ROI, alors là, je suis un petit peu plus embêtée puisque ça va dépendre vraiment de la taille de votre structure. Il y a je sais pour en avoir discuté avec les quelques PME qui sont labellisées, évidemment, c'est peut-être moins lourd et la structure est telle que pour faire avancer les choses, c'est moins lourd. Et du coup, ça va vraiment dépendre de la taille de votre structure, de votre organisation et de votre maturité en début de démarche. Quoi qu'il en soit, une telle démarche, c'est une démarche qui se valorise plus long, entre guillemets, hein, puisque c'est des choses qu'on met en place avec nos fournisseurs et avec notre écosystème de filières. Merci beaucoup, Alice, pour votre témoignage. Je vais maintenant passer la parole à Emmanuel, donc, qui est consultant manager chez M&M Consulting et qui accompagne nos clients sur des structurations de démarches achats responsables qui vont potentiellement jusqu'à une labellisation. Emmanuel, je te laisse la main. Merci beaucoup, Julie. Donc, je vais témoigner sur un client de M&M. C'est un groupe français du secteur des services. Et je l'ai accompagné dans la structuration des achats responsables, notamment dans un projet de labellisation RFAR. Et le constat qui a été fait quand on a démarré notre accompagnement était sans appel. C'est que leur démarche était uniquement portée par la personne en charge du sujet, un petit peu comme tu l'expliquais tout à l'heure, Julie. Donc, au départ, les achats responsables consistaient en grande partie à insérer des clauses RS dans les appels d'offres ou les contrats. Alors, sur ce constat-là, enfin sur les constats qu'on a effectués, effectivement, on en conclut assez rapidement que le rapport entre le bénéfice et l'investissement est vraiment à son minimum. Alors, quelle conclusion avons-nous tiré de ce constat? Le premier, c'est la nécessité d'embarquer l'ensemble des parties prenantes au sein de l'organisation. Et le deuxième, c'est de rendre les effets de la démarche visibles et pertinents pour tous. Alors, sur le premier point, comment a-t-on réussi dans l'exemple présent, dans cette entreprise, à créer le déclic pour embarquer? Alors, je vais reprendre du coup un petit peu l'exemple que donnait Alice Piednoir à l'instant. C'est le projet de labellisation sponsorisé par la direction générale qui a permis d'atteindre cet objectif. Déjà parce que c'est un marqueur fort de l'engagement de la direction. Ça montre qu'elle est prête à investir sur le sujet, que c'est un sujet important pour l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui va être considéré par les collaborateurs. Le deuxième point, c'est que c'est un projet d'entreprise, la labellisation, et que ça fédère sur un objectif très concret. Et le dernier point, c'est que c'est un projet qui va impliquer toutes les parties prenantes de la fonction achat. Donc, cette labellisation, ça a vraiment permis d'embarquer l'ensemble des acteurs de la fonction achat et qui doivent, au final, participer à la démarche achat responsable. Donc maintenant que dans cette entreprise, on a réussi à embarquer l'ensemble du collectif qui doit œuvrer sur les achats responsables, comment on a réussi à transformer cet embarquement vraiment en conviction pour agir. Donc j'en reviens en fait à notre constat initial, c'est comment rendre les effets de cette visibles et pertinents. Alors nous avons défini un plan d'action
Ce plan d'action, il a permis d'établir les différentes briques pour atteindre cet objectif. Alors, on a commencé à définir une politique achat responsable, alignée sur la stratégie de l'entreprise. Ensuite, on a analysé les risques et les opportunités pour mettre en place les dispositifs pertinents pour maîtriser les risques et pour profiter des opportunités qui avaient été identifiées dans l'analyse. Et enfin, on a mis en place des dispositifs de pilotage accompagnés des indicateurs pertinents par rapport aux enjeux qu'on avait identifiés en amont pour pouvoir mettre en place un dispositif d'amélioration continue de la démarche achat responsable. Et ces actions, l'ensemble de cette démarche a permis vraiment d'obtenir des résultats qui sont probants. Donc j'ai un exemple, au bout de quelques mois seulement, l'entreprise a réussi à réduire ses délais de paiement d'environ 30%, uniquement en mettant le pilotage pertinent sur l'indicateur des délais de paiement. Donc ça démontre qu'une démarche structurée sur les achats responsables permet vraiment d'obtenir des résultats probants et donc du coup de pouvoir embarquer durablement l'ensemble des collaborateurs sur la démarche achat responsable. Voilà, j'espère que cet exemple était parlant. Julie, je te propose de reprendre la main. Merci Emmanuel pour ce retour d'expérience. Alice, peut-être une question pour vous sur la durée, enfin le délai dans lequel vous avez à partir des premiers travaux. Si vous pouvez répondre rapidement, s'il vous plaît. Alors le délai, c'est plus dans de notre fait d'entreprise, c'est vraiment un choix d'entreprise. On se déclare. En fait, on va candidater quand on se sent prêt. On est sur. Nous, on avait quand même. On était en cours de renouvellement puisque c'est une démarche qu'on a faite donc pendant plusieurs fois 3 ans. Donc on perd pas vraiment de vue, mais il faut. Je dirais plusieurs mois, entre 6 mois, c'est bien d'avoir 6 mois pour lancer les choses avant de pouvoir déposer vraiment notre dossier à la médiation des entreprises. Très bien. Merci Alice. Peut-être question pour donner la main à Françoise Audolan, peut-être avec votre recul et votre expérience, François, sur le sujet, vous pouvez nous indiquer quel est le délai moyen. Je ne sais pas si c'est une question très facile à répondre, mais le délai moyen de l'obtention du label. Alors, en fait, il y a plusieurs facteurs qui vont construire ce délai. Est-ce que l'organisation est déjà mature ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'elle s'engage dans la démarche de labellisation en devant, pendant qu'elle prépare son dossier, mettre en place des progrès? Donc, évidemment, à ce moment-là, ça va dépendre de la profondeur des actions à mettre en place, ou est-ce qu'elle va candidater au moment où elle est mature et que du coup, c'est juste l'exercice de reconnaissance. Bon, donc ça va dépendre, voilà, à quel niveau de maturité on s'engage là-dedans. Ça va dépendre aussi, est-ce qu'elle est centralisée et que c'est assez facile finalement de compiler toutes les informations et de pouvoir préparer le dossier pour l'évaluateur, ou est-ce que ça va être la première fois qu'on va faire ce centre de ressources documentaires experts et que du coup, il va falloir aller se demander auprès de qui on va chercher les informations et créer des passerelles avec d'autres services et demander des évolutions sur les tableaux de bord, sur les systèmes d'information, etc. Donc évidemment, selon qu'on soit centralisé ou pas, ça va faciliter ou pas. Et puis, est-ce qu'on a l'habitude d'accueillir des évaluateurs? Est-ce qu'on est déjà, par exemple, certifié ISO 9001? Parce que si on est déjà dans une logique de système de management intégré, bien sûr, en fait, tout ce pilotage, il a déjà été acquis auparavant, et donc on n'a plus qu'à se concentrer que sur la problématique achat responsable. Donc, moi, je dirais, pour quelqu'un qui aurait tous les feux verts, c'est au minimum quand même 2 ou 3 mois pour préparer le dossier
comme disait Alice, voilà, répondre aux 150 questions, ça demande quand même un peu de boulot. Donc voilà, c'est au minimum 2 ou 3 mois. Et puis certains qui ont toutes ces tâches intermédiaires pour être au niveau, peut-être que voilà, ça va leur prendre 1 an, 18 mois, mais parce que il y a tout un progrès à faire. Bien sûr. Techniquement, voilà, alors entre le 2-3 mois que je vous donne, qui est un minimum, le 6 mois raisonnable, pragmatique qu'a dit Alice, voilà, vous avez la Très bien. réponse. Très bien. Appuyez-vous sur ce qu'a dit Alice. Très bien. Merci beaucoup. Du coup, je vous laisse continuer sur votre explication sur le label, comment l'obtenir et quels sont les impacts de votre point de vue. Oui, d'accord, merci. Alors, nous, on parle d'un parcours, de la charte au label. Alice l'a dit d'ailleurs. Je crois que c'est bien d'entrer dans la communauté des achats responsables puisqu'on l'anime, puisqu'on les fait se rencontrer, puisqu'il y a des groupes de travail, des retours d'expérience, des comités de pilotage. Bon, voilà. Moi, ça me semble logique de dire on commence par signer la charte, on découvre tous ces sujets-là ensemble. On a eu l'engagement de sa direction générale pour pouvoir adhérer à cette charte, et puis on va avoir au sein de l'organisation un pilote comme Alice, plusieurs personnes qui vont se sentir concernées, un médiateur interne, ce qui est quand même quelque chose qui n'est pas banal encore aujourd'hui dans les organisations. Donc c'est à peu près, je crois, exclusivement les signataires de la charte qui ont mis en place des médiateurs internes qui peuvent être saisis directement par les fournisseurs. Voilà. Donc, mais en même temps, signer la charte ne nous semble pas un aboutissement. C'est-à-dire que on adhère à des principes, on s'engage publiquement, et donc on vous propose le deuxième dispositif qui est dans son prolongement, mais qui a été enrichi en s'adossant à la norme ISO 20400, et c'est de candidater au label. Et là, eh bien, je dirais, l'organisation, elle peut décider de candidater, elle peut se mettre dans les conditions d'obtenir le label, mais c'est une décision qui ne lui appartient pas, puisqu'il y a un comité d'attribution avec un certain nombre de personnalités désignées par le médiateur des entreprises, et il y a un collège, donc c'est paritaire, avec leurs pairs, des représentants désignés par le Conseil national des achats. Donc voilà, on labellise des entreprises ou des acheteurs publics qui ont fait la preuve d'un certain niveau de maturité et qui ont convaincu le comité d'attribution, en partie avec ce rapport de l'évaluateur externe, mais aussi avec leur plan d'action, leur plan de progrès. C'est une sorte de contrat qu'il y a entre le candidat au label et le labellisateur. On donne le label pour 3 ans, on revient tous les ans sur la douzaine de questions rédhibitoires et le respect du plan de progrès, puisque c'est vraiment constitutif. On est dans une démarche d'amélioration des pratiques. Donc, le plan d'action, c'est très, très important. Alors, au départ, on avait ouvert la démarche que pour les très grandes organisations achats. Donc, évidemment, l'effet nombre ne viendra qu'au moment où on sera en mesure d'accueillir en masse les TPE, PME. On est encore dans la phase d'expérimentation. Donc, pour l'impact économique, le label est déjà très significatif puisque l'addition de tous les portefeuilles achats, c'est déjà 100 milliards d'euros. Bon, pour le nombre, 51, ça peut paraître modeste, mais enfin, vous avez quand même des très grands donneurs d'ordre, l'UGAP, le ministère des Armées, 10 entreprises du CAC 40, du Sanofi, du Safran, du Thales, etc. Enfin, voilà. Donc, voilà, je dirais, pour l'impact déjà économique que représente le label. Alors, clairement, c'est un projet d'entreprise. Je pense qu'on n'a plus énormément de temps, donc on va passer toutes les slides. Elles seront à disposition, je suppose, de ceux qui voudront rentrer dans le détail. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. La direction des achats toute seule peut être porteur, peut être ambassadeur, mais ne réussira pas à obtenir le label toute seule. Il faut que ce soit un projet d'entreprise. On a besoin de l'implication de la direction générale. Ensuite, Alice a très bien dit, c'est un élément de fierté, puisque tous les éléments que je vous donne là, c'est les retours d'expérience des premiers labellisés. Donc, Alice en est un des témoins. Donc, voilà, il y a une fierté, ça permet de décloisonner, etc. Certes, il y a des efforts, alors peut-être pas trop vite quand même.
si on pouvait revenir dans l'équilibre, question sur le ROI. Donc, moyen et fort, c'est une manière de parler de ROI, même si c'est un peu qualitatif. Mais voilà, il y a des efforts. Moi, je vous invite à regarder en priorité les 12 questions rédhibitoires. Et puis, une fois que vous vous êtes saisi en fait de ces sujets-là, qu'il y a cette dynamique, qu'on est à un certain niveau de maturité, eh bien, on peut élargir les choses. Alors, on n'accorde pas le label qu'à des gens qui sont parfaits. On accorde le label, c'est un signe d'encouragement, c'est-à-dire qu'il faut à la fois nous convaincre, mais si par exemple l'évaluateur externe, dans son rapport, il a dit bon bah là c'est un peu faible, hein, ou j'ai pas vu grand-chose, ou bah, ça vient tout juste d'être mis en place, mais je sais pas si ça va vraiment porter les fruits qu'on attend. Nous tout de suite, on regarde le plan de progrès, hein, et c'est vraiment quelque chose. Voilà, le dossier, c'est à la fois la photo de l'état de l'art faite par le rapport de l'évaluateur, mais c'est aussi la dynamique et nous avons très envie d'encourager la dynamique. Alors, voilà, on n'accorde pas le label à tout le monde, on ne l'accorde pas tout de suite, on pose des questions, il y a parfois des soutenances, voilà, il y a parfois des éléments complémentaires à nous apporter, parfois on demande de renforcer le plan d'action, mais voilà, l'idée en fait, c'est d'être dans cette dynamique. Alors, la performance, bah, sur l'impact du processus de labellisation, clairement, en fait, ça scande, ça rythme, ça met le projecteur de la direction générale sur bon, alors on en est où de ce label, etc. Donc, ça permet de faire avancer les projets d'achat responsable, les plans d'action. Ça a aussi un impact sur les notations extra-financières. Ça peut être une manière de faire alliance avec sa direction financière. Hein. Donc, on l'a vu par exemple avec l'organisme EcoVadis, donc qui nous a démonté, calculé, donné le nombre de points que ça donnait par rapport à leur notation de signer la charte et d'obtenir le label. Bon. Il y a évidemment un renforcement des tableaux de bord, des indicateurs, donc notamment les délais de paiement, comme le disait Alice, donc qui a eu la chance que ce soit facile chez elle, mais ça achoppe quand même chez beaucoup de candidats au label. Donc, je trouve ça vraiment formidable, quoi, parce que des gens qui sont volontaires pour candidater au label, on se rend compte quand même qu'ils sont challengés sur ce critère et du coup, ça les fait progresser. Donc, voilà, ça a un impact très, très concret dans la relation client-fournisseur. Bon, et je reconnais que par rapport aux questions qui étaient posées sur les ROI, c'est un peu difficile de faire une ABAC avec des chiffres sur les ROI. Alors, il y a un bénéfice en interne très net d'amélioration de la crédibilité et de la visibilité des équipes achats. C'est un peu comme si elles obtenaient un license to operate supérieur pour aller plus loin. Donc, elles faisaient bien, elles le font savoir, et du coup, ça renforce en fait leur capacité d'action. En externe, moi j'ai observé, hein, on a quand même les premiers labellisés depuis fin 2012, extrêmement peu de controverses sur les labellisés, extrêmement peu. Et puis, comme un labellisé, ça a mis en place un pilote, un médiateur interne, qu'on les connaît, etc. Au cas où quelqu'un vient nous dire « Oh, bah quand même, hein, il n'est pas parfait », ben non, il n'est pas parfait. Mais il a voulu s'engager dans cette démarche. Donc, on a des interlocuteurs. Et du coup, on peut faciliter la résolution de choses qui sont soulevées par les fournisseurs. Donc, il a été renforcé par la convergence avec la norme de recommandation internationale ISO 20400, que d'ailleurs la France a elle-même largement piloté. Hein, donc, on a été, je dirais, très impactant sur l'élaboration de cette norme. C'est une méthodologie d'évaluation avec un tiers externe qui vient sur site. On m'a toujours dit que c'était un moment clé, un moment fort de la démarche de labellisation, cette rencontre avec l'évaluateur qui incarne en fait le label. C'est le jour où on va dire à toutes les équipes, ah bah c'est aujourd'hui qu'il vient, il va peut-être vous interviewer. Tiens, il y avait 2-3 questions, on comprenait pas bien, on savait pas bien comment faire, on va peut-être lui demander auprès de qui on pourrait se renseigner, etc. Donc cette visite sur site, c'est un moment important. Pour le moment, les labellisés en général renouvellent leur candidature, plutôt 2 fois qu'une d'ailleurs. Donc, c'est effectivement un engagement de long terme. On en perd très peu en cours de route. Je conçois que certains disent à un moment, bah, voilà, on a tiré tout ce qu'on pouvait tirer de ce référentiel. Il se trouve qu'on l'a fait évoluer, version initiale 2012, une version en 2015, une version en 2017.
Donc, comme on l'a fait évoluer, en fait, on a tiré l'effort pour les labelliser. Donc, la candidature au label, c'est une démarche en fait qui permet de garantir une cohérence qui s'inscrit dans le prolongement de la charte. Moi, ce que je recommande, c'est commencer par faire votre auto-évaluation. Ayez la curiosité de vous benchmarker, c'est-à-dire un peu de vous challenger en sachant comment ça se passe à l'extérieur. Donc, ne restez pas sur ni autosatisfaction ni flagellation, hein, parce que les deux attitudes peuvent exister. Dites-vous aussi que vous n'allez pas tout réussir lundi prochain et que ce n'est pas la révolution, et donc c'est une démarche de progrès continu. Et il y a une vie du label. Donc on a un peu ce grand écart à faire entre une dimension projet, mais aussi une dimension implication continue de toutes les parties prenantes, système de management intégré. Très bien. Merci beaucoup, Françoise. C'était très, très clair et très enrichissant sur la notion de ce label et la connaissance de ce qu'il y a derrière. Alors, ce que je vous propose maintenant, déjà, je m'excuse, 2 ou 3 minutes de retard par rapport à l'heure de fin, mais je vous propose de regarder la démo de notre plateforme que nous avons développée pour nos clients qui étaient dans des transformations. Nous avons mis en place une feuille de route de la transformation des pratiques pour accéder à une démarche achat responsable. Donc, c'est une démo de 4 minutes qui vous permettra de savoir comment l'outil fonctionne, puisque M&M vous mettra ensuite à disposition, si vous le désirez, cette feuille de route digitale qui vous permettra de structurer votre démarche achat responsable et d'aller, si vous le souhaitez, jusqu'à une labellisation. Donc, je vous laisse visionner le film. Nous avons constaté chez nos clients un besoin réel de structuration de la démarche achat responsable pour passer d'actions isolées à un vrai projet d'entreprise. Nous avons donc analysé dans le détail les attentes des entreprises et avons transformé une plateforme web déjà utilisée par nos clients afin que celle-ci permette le pilotage d'une feuille de route achat responsable. Nous avons pris le parti de convertir le référentiel du label RFAR pour en faire la feuille de route standard de la plateforme, puisque nous considérons ce référentiel comme pragmatique et également très accessible. Alors, en lieu et place de cette feuille de route, la plateforme permet aussi de charger, en fonction du besoin, une feuille de route 100% personnalisée. Cette plateforme s'appelle MT5, elle est accessible directement via un navigateur internet à partir de n'importe quel poste, de façon totalement sécurisée grâce à un accès par identifiant et mot de passe. Nous allons donc maintenant la découvrir ensemble. Voici le premier visuel sur lequel vous arrivez lorsque vous vous connectez à l'application. C'est un tableau de bord où vous pouvez visualiser l'état d'avancement de vos feuilles de route sur chacune de vos entités, que ce soit des directions, des sites ou des filiales. L'application s'adapte aussi bien dans un environnement monosite que multisite. Le tableau de bord permet de visualiser le niveau d'avancement global de la feuille de route ainsi que le niveau d'avancement sur chacune des entités. Alors, lorsque je clique sur une entité, j'accède au tableau de bord de celle-ci. Nous découvrons le tableau de bord de l'entité et visualisons le niveau d'avancement sur les différents domaines de la feuille de route. Pour vous permettre de prioriser le déploiement de certains axes des achats responsables, nous avons divisé la feuille de route en 5 domaines qui correspondent aux mêmes 5 domaines du label RFAR. L'engagement et la gouvernance, la qualité des relations fournisseurs, le respect des intérêts des fournisseurs, l'intégration de la responsabilité sociétale dans le processus achat, et enfin l'impact des achats sur la compétitivité économique de l'écosystème. Pour illustrer ce que nous voyons sur ce tableau de bord, nous constatons par exemple sur la 3e ligne que le site PACA dispose d'un avancement de 47% sur le 3e domaine de la feuille de route. Si je souhaite maintenant consulter ou renseigner la feuille de route, il suffit simplement de cliquer sur la ligne correspondante. Alors, nous découvrons donc la feuille de route correspondant au respect des intérêts fournisseurs. Le domaine est décomposé en 3 critères pour lesquels sont définis des principes d'action. Les principes d'action sont classés par niveau de maturité, en commençant par l'engagement à droite, la pratique au milieu
jusqu'au pilotage de la démarche à gauche. Donc pour chaque principe d'action, des livrables sont retranscrits sous forme de questions, libre au porteur de la feuille de route de définir, en fonction de son contexte, l'action la plus appropriée pour répondre au mieux à la question. La couleur caractérisant chaque livrable permet d'informer sur le niveau d'avancement, gris pour à faire, orange pour en cours, vert pour fait. Pour modifier l'état d'un livrable, il suffit de cliquer sur celui-ci et de sélectionner l'état souhaité. MT5 est un outil conçu pour la collaboration. Donc, des fonctionnalités permettent de dialoguer avec ses collaborateurs et de partager des documents, que ce soit pour enregistrer des preuves, partager un document de référence ou un document de bonne pratique. Vous pouvez également dialoguer ou partager des documents avec les autres entreprises qui utilisent MT5 pour aider, recevoir de l'aide ou partager des bonnes pratiques. Alors bien sûr, les partages internes et les partages inter-entreprises sont intégralement silotés. Donc vos confrères n'auront accès ni à votre feuille de route, ni à vos partages internes. Alors nous souhaitions, grâce à ces fonctionnalités, créer une vraie communauté de partage des achats responsables. Pourquoi nous vous présentons cette application aujourd'hui durant ce webinaire ? Tout simplement car nous vous proposons de vous le mettre à disposition gratuitement pendant 1 an pour vous aider à déployer les achats responsables au sein de votre organisation. Pour cela, il suffit simplement de répondre au mail qui vous sera envoyé à cet effet à l'issue du webinaire. Merci à tous et très bon pilotage de la démarche. Voilà, écoutez, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Il est temps pour nous de remercier chaleureusement nos témoins qui ont pu nous faire part de leur expérience. Je vous laisse le mot de la fin, Alice et Françoise Audelan. Vous voulez dire un mot? Merci beaucoup à tous de votre suivi. Pour information, nous avons posté un sondage dans l'onglet à droite sur lequel vous pouvez répondre et le replay sera disponible. Je vous laisse le mot de la fin si vous avez envie de réagir, Nicolas, Alice et Françoise Audelan. Eh bien, moi, je vous remercie également pour l'organisation de ce webinaire et voilà, reste à votre disposition pour toute question sur la démarche. Et vous invite à bien sûr rejoindre cette labellisation et tous ces travaux en faveur des achats responsables. Merci Alice. Françoise? Oui, pardon? Je vous en prie. Je vous en prie. Je voulais remercier le cabinet M&M Consulting de tout cet investissement, de toute cette intelligence qui a été mise au service de la démarche achat responsable. Je trouve que c'est à la fois complet et pratico-pratique. Il y a cette dimension effectivement de s'enrichir de toute la communauté qui voudra bien suivre la démarche. Voilà, donc je trouve qu'il y a eu un gros travail qui est mis à la disposition de tout le monde maintenant. Et moi, bien sûr, ma mission est d'être au service de tous ceux qui s'engagent dans la démarche. Donc, j'ai vu que les questions étaient très opérationnelles aussi. Donc, je pense que les gens qui ont suivi ce webinaire étaient vraiment très certainement très, très intéressés par la démarche. Oui, mais il me reste à vous remercier vraiment beaucoup pour cette participation, ces témoignages, Françoise, Alice. C'était à la fois riche et illustratif de ce qu'il est nécessaire de faire. C'est effectivement un projet de long terme qui demande un engagement des équipes qui s'approchent de toutes les démarches qualité ou RSE. C'est pas, il n'y a pas de couleur, c'est pour faire du washing, mais c'est pas une opération ponctuelle. C'est quelque chose qui touche au fond, mais qui apporte des bénéfices sur l'ensemble de l'organisation et de son écosystème. Parce qu'il faut, on l'a bien vu avec la crise,
entretenir un écosystème de fournisseurs, c'est très important. Donc, merci beaucoup pour ces témoignages. Merci à Julie et Emmanuel pour l'organisation et l'animation. Et on vous dit à très bientôt et on sera ravis de mettre à disposition notre plateforme pour que vous puissiez structurer. Ça fait partie aussi de notre contribution. Merci Françoise de l'avoir reconnu. À très bientôt et Julie, je te passe la main pour la conclusion. À bientôt. Au revoir à tous.